Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live des Sentinelles. Alors vous le savez, l'objectif des Sentinelles est de rapprocher les citoyens des chercheurs parce que nous pensons qu'ensemble, nous allons plus loin et plus vite pour faire reculer le cancer. En créant notre communauté il y a quelques années, qui compte aujourd'hui plus de 33 000 personnes, notre objectif est d'accélérer le lancement de recherches qui parfois prennent beaucoup de temps, notamment pour identifier des personnes volontaires pour y participer, ce qui retarde d'autant plus les résultats que nous attendons tous. Depuis sa création, l'Association des Sentinelles a permis la réalisation de dizaines de projets et nous souhaitons aujourd'hui donner la parole aux chercheurs qui ont mené ces projets avec votre aide pour qu'ils nous en disent plus sur ces projets et surtout sur les résultats qu'ils ont obtenus grâce à votre participation. Alors, avant de donner la parole à Barbara Pistilli, qui est notre invitée, je voulais aussi en profiter pour vous parler de deux études qui sont en lancement actuellement sur la plateforme des Sentinelles, auxquelles vous pouvez participer. Tout d'abord, l'étude MEDEA, qui s'intéresse à la question de la fatigue après les traitements des cancers du sein chez des femmes qui sont en surpoids. Et l'objectif de cette étude, c'est de mesurer si la perte de poids peut faire réduire cette fatigue. La deuxième étude qui est en cours de lancement sur les sentinelles, c'est une étude sur l'activité physique. On sait aujourd'hui que l'activité physique permet de réduire le risque de récidive après un cancer du sein de plus de 20%. Et l'objectif de cette étude est de mieux accompagner les femmes pour qu'elles pratiquent une activité régulière et donc aient un vrai bénéfice dans cette phase de traitement. Donc, je le disais, donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'hormonothérapie et de sa personnalisation pour réduire les effets secondaires de ces traitements. Et c'était tout l'objet du projet Hormonoperso conçu par le docteur Barbara Pistilli. Donc, Barbara Pistilli est oncologue médicale à Gustave-Roussy, Villejuif. Elle est spécialiste des cancers du sein et elle va nous présenter les premiers résultats de cette étude à laquelle plus de 1000 sentinelles avaient participé en été 2020. Avant de lui laisser la parole, quelques précisions sur le déroulé du live. Vous pouvez vous poser vos questions au Dr Pistilli sur son projet et plus largement sur l'hormonothérapie directement en commentaire du live ou par message privé si vous souhaitez que vos échanges restent confidentiels. Nous ne pourrons pas forcément répondre à toutes vos questions pendant ce live, mais nous essaierons de couvrir l'ensemble des sujets que vous évoquerez donc dans la deuxième partie de ce live après la présentation. Et enfin, le live sera disponible en replay sur notre page Facebook et sur YouTube dans les prochains jours. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vais laisser la parole à Barbara. Merci. Merci Guillaume et merci à tous les sentinelles qui ont participé à ces questionnaires, qui ont répondu à ces questionnaires, surtout pendant l'été quand tout le monde a priori était en vacances. Et donc encore merci pour ça et merci pour l'invitation. Donc je vous présente mon projet, je cherche de mettre la présentation dans la bonne modalité. Quelle est la question? En fait, comme Guillaume a déjà anticipé, la question est celle-là de chercher de comprendre si on peut envisager dans le futur pour nos patients une hormonothérapie personnalisée. Donc, c'est mes conflits d'intérêts d'abord et un petit peu les plans de ma présentation aujourd'hui. Je voudrais vous expliquer les contextes dans lesquels était réalisé cette questionnaire cet été, pourquoi on a voulu faire ce questionnaire et surtout quel est le contexte dans lequel on est en train de développer ce programme. C'est là de l'amélioration de l'observance à l'hormonothérapie. Donc, je vous parlerai un petit peu du programme Canto Complete, qui est un programme français qui est focalisé sur l'amélioration et sur la compréhension des mécanismes de non-observance à l'hormonothérapie. Je vous présenterai aussi les données du questionnaire auquel vous avez participé. Et finalement, je voudrais terminer avec l'objectif de ces questionnaires, qui est celui-là de mettre en place une étude d'intervention qui vise à améliorer l'observance à l'hormonothérapie. Donc, pour partir par les contextes, comme je disais, nous sommes intéressés à comprendre la prévalence et l'impact de la non-observance à l'hormonothérapie dans les cancers du sein. Première considération, on sait que dans les pays occidentaux, en général, les 50% des patients ne sont pas observants à tous les traitements chroniques, à tous les traitements qu'on prend pour des pathologies chroniques. Et que la non-observance à la thérapie a un impact bien sûr sur l'efficacité du traitement, les pronostics, la qualité de vie des patients et les coûts supplémentaires pour la société. Et si on se focalise directement sur l'hormonothérapie pour les cancers du sein, nous savons qu'il y a environ les 2/3 de tous les cancers du sein expriment les récepteurs à l'estrogène et que dans ce type de cancer, 5 ans d'hormonothérapie
par tamoxifène ou par antiaromatase ont démontré de réduire énormément les risques de rechute à 10 ans, d'environ les 50%, et les risques de décès d'environ un tiers. Donc, l'impact de l'hormonothérapie est assez importante, mais de l'autre côté, nous savons bien qu'il y a une observance à l'hormonothérapie qui, dans certains cas, pourrait être plutôt fragile, avec environ les 50% des femmes qui sont obligées à arrêter l'hormonothérapie avant les 5 ans. Qu'est-ce que c'est l'observance et qu'est-ce que c'est la non-observance? En fait, l'observance, on peut la définir comme les niveaux de concordance entre la prise d'un médicament par rapport à la recommandation médicale reçue. Et donc, on peut imaginer comme dans cette slide, une sorte de range d'observance qui pourrait aller d'un oubli épisodique à l'interruption transitoire du médicament. Je ne sais pas, je pars en vacances et je prends la décision de ne pas prendre l'hormonothérapie jusqu'à l'arrêt définitif du traitement. Et on peut dire que c'est une sorte de parcours, en fait, que tous les jours, on peut choisir d'arrêter les traitements, de les poursuivre ou de faire des suspensions temporaires. De l'autre côté, nous savons bien que plusieurs facteurs sont impliqués dans l'observance et la non-observance à l'hormonothérapie en particulier. Les types de traitements, bien sûr, mais surtout les effets secondaires, les stades et les types de cancer du sang, la relation avec l'oncologue référent ou les autres professionnels qui sont impliqués, et finalement aussi les facteurs sociaux, socio-économiques, familiaux, liés au travail. Donc, il y a plusieurs facteurs, plusieurs aspects, plusieurs variables qui sont impliquées dans l'observance. Si on regarde les effets secondaires qui ont un rôle assez important sur la poursuite de l'hormonothérapie et donc sur l'observance, on peut voir dans cette slide, j'ai cherché de les résumer, bien sûr, elle n'est pas complète, qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires qui sont assez fréquents chez les femmes sous hormonothérapie, soit qu'elles sont sous tamoxifène, soit qu'elles sont sous antiaromatase. Les bouffées de chaleur, qu'on retrouve dans environ les 40% des patients sous tamoxifène, les douleurs musculo-articulaires, qui sont surtout fréquentes chez les patients qui sont sous antiaromatase, mais aussi tous les problèmes liés à la sphère sexuelle, la sécheresse vaginale, les troubles cognitifs et la fatigue. Donc, il y a un certain nombre d'effets secondaires qui sont prévalents dans les patients qui sont sous hormonothérapie pour un cancer du sang. Et de l'autre côté, nous savons que certains des effets secondaires peuvent persister au cours du temps et surtout leur impact sur la qualité de vie des femmes peut être un impact persistant au cours du temps. Celle-là que je vous présente ici, c'est une analyse que nous avons conduite et publiée il y a 2 années dans la Cour Canto, qui est une grande cour nationale des femmes atteintes de cancer du sang. Et dans cette cohorte, nous avons vu que l'impact de l'hormonothérapie sur la qualité de vie persiste déjà après 2 ans du début de l'hormonothérapie, surtout chez les femmes post-ménopausées. Donc, comment on peut améliorer l'observance à l'hormonothérapie? La première chose est la mesurer, l'évaluer, donc comprendre vraiment quelle est la prévalence de l'observance et de la non-observance. Deuxième point, comprendre quels sont les facteurs associés à la non-observance à l'hormonothérapie et finalement proposer une intervention ciblée qui vise surtout à agir sur ces facteurs. Mais comme vous pouvez voir dans cette slide, déjà la mesuration de l'observance n'est pas facile du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la plupart des essais cliniques qui étaient conduits jusqu'à ce moment, l'observance à l'hormonothérapie était mesurée par des outils qu'on peut définir en direct, c'est-à-dire des questionnaires remplis par les patientes ou encore des ordonnances, des prescriptions qui étaient récupérées à la pharmacie. Et donc, ces méthodes, malgré informatives, ne peuvent pas être vraiment contributives dans une mesuration correcte de l'observance à la thérapie. Et de toutes ces réflexions, donc dans ces contextes de complexité de l'observance, est né notre projet qui s'appelle Canto Complete. Je vous présente dans cette slide un petit peu les résumés du concept et de ces programmes. C'est un programme que nous sommes en train de conduire depuis environ 4 ans. Et l'objectif de ce programme est, en premier, définir la prévalence de la non-observance à l'hormonothérapie dans les patientes préménopausées, donc non encore ménopausées, de la Cour Canto.
La Corcanto, comme je vous disais, c'est une grande cohorte nationale qui inclut 12 000 femmes avec un cancer du sang précoce qui ont reçu des différents traitements pour le cancer du sang. Deuxième point, identifier dans cette cohorte quels sont les facteurs de risque associés à la non-observance à l'hormonothérapie. Troisième point, proposer des interventions ciblées en faisant en même temps des analyses qualitatives par des focus group, dont je vous parlerai après, et en cherchant aussi d'arriver à un programme d'intervention qui soit le plus possible personnalisé et qui vise surtout à agir sur les effets secondaires de l'hormonothérapie. Donc, cette slide résume un petit peu ce que nous avons fait et que nous sommes encore en train de faire parce que l'étude est encore en cours pour une partie dans la Corcanto. Donc, cette étude a évalué l'observance à l'hormonothérapie, aux tamoxifènes et aux antiaromatases par des prélèvements sériques, donc par des dosages sériques de 2 hormonothérapies qui étaient réalisés à 1 an du début de l'hormonothérapie, à 3 ans et à la fin du traitement, à 5 ans. Mais on a mesuré l'observance pas seulement avec les niveaux sériques de l'hormonothérapie, pas seulement avec les prélèvements sanguins, mais aussi en considérant les déclaratifs des patientes, ce que la patiente déclarait lors de la visite avec l'infirmière dans le cadre de l'étude. Et les premiers résultats, nous l'avons présenté il y a 3 ans à un congrès international qui s'appelle ISMO. Et à ce moment-là, nous avions les données concernant plus de 1000 femmes préménopausées qui étaient incluses dans l'étude et pour lesquelles nous avions les dosages du tamoxifène et aussi les déclaratifs des patientes. Et nous avons vu que déjà, à 1 an du début de l'hormonothérapie, il y avait environ les 16% des patientes qui n'étaient pas correctement observantes à l'hormonothérapie. Donc, il y avait un niveau de tamoxifène qui était bien en dessous de la seuil qui était considéré comme celle-là correcte pour définir la patiente observante. Et nous avons pu déterminer, aspect encore plus important, certains facteurs de risque, certaines variables qui étaient associées à cette non-observance à 1 an de l'hormonothérapie. C'était bien sûr la présence de certaines comorbidités, les stades de la tumeur, l'effet de ne pas avoir reçu de la chimiothérapie, mais c'était surtout certains effets secondaires que vous pouvez voir dans la slide, en particulier les douleurs musculo-squelettiques et la fatigue. Donc, il y avait un certain nombre de patientes qui n'étaient pas observantes en raison de certains effets secondaires. Et chose encore plus importante de la précédente, ce qui a nous surprise est de voir que la non-observance à l'hormonothérapie, déjà pendant la première année des prises de médicaments, a un impact sur le risque d'avoir une rechute du cancer, soit un intervalle plutôt court, c'est-à-dire à 3 ans de follow-up, de suivi de la patiente. Les patientes qui n'étaient pas observantes avaient un risque augmenté d'avoir une rechute de leur cancer, avec un taux de risque qui était plus que doublé. Et finalement, l'année dernière, nous avons répété la même analyse sous une cohorte un petit peu plus petite. Les autres analyses sont encore en cours, avec la même modalité, donc les déclaratifs des patientes et les dosages sériques, mais cette fois sur les patientes qui étaient arrivées à 3 ans du début de l'hormonothérapie. Et vous pouvez voir qu'il y a encore une augmentation du taux des patientes qui ne sont pas observantes, qui passe de 16% à 36%. Et donc, il y a quand même un groupe de patientes importantes qui arrêtent l'hormonothérapie après la première année. Et encore une fois, si nous regardons les facteurs associés à la non-observance, encore une fois, nous trouvons qu'il y a certains effets secondaires comme les douleurs musculo-squelettiques et la fatigue qui peuvent avoir un impact majeur. Comme je le disais tout à l'heure, à côté de tout ça qui s'appelle analyse quantitative, nous avons fait aussi des analyses qualitatives. C'est-à-dire, nous avons fait des focus group, conduit des focus group avec des femmes sous hormonothérapie préménopausées, une trentaine, et une vingtaine de professionnels qui travaillent dans les cancers du sang depuis quelques années, oncologues, radiothérapeutes, infirmières et pharmaciennes. Et nous avons pris leur avis, leur ressenti par rapport à l'hormonothérapie, aux effets secondaires, à l'expérience des femmes et l'expérience aussi des professionnels. En cherchant de comprendre surtout quelles sont les barrières, quelles sont les raisons qui au quotidien peuvent représenter un obstacle à rester observant de l'hormonothérapie,
nous avons cherché aussi de comprendre avec les femmes qui ont participé au focus group quelles étaient les meilleures modalités d'intervention. Et on est finalement arrivé à l'étude hormono-perso. Qu'est-ce que c'est cette étude et pourquoi on l'a conduite? Parce qu'en fait, nous avions déjà les données de l'accord Canto, nous avions déjà les données des focus group, donc des analyses qualitatives, mais nous voulions connaître un petit peu mieux, un petit peu plus en profondeur, on peut dire, les préférences des patients en termes d'hormonothérapie. Quelle est leur expérience avec l'hormonothérapie? Comment elles voudraient améliorer l'hormonothérapie? Et nous avons cherché de faire ça sur une échelle assez plus large. Donc, l'été dernier, nous avons demandé à Sentinel et en même temps aussi à Odyssea de rejoindre leur network avec ces questionnaires. Donc, vous pouvez voir, malgré que c'était juillet 2020, avec les Covid et les vacances, nous avons recueilli 1615 réponses qui étaient assez informatives. Les patients qui ont répondu tombaient exactement dans la moyenne d'âge qu'on s'attend avec des patients qui ont eu l'expérience du cancer du sang. Et la plupart des femmes qui ont répondu étaient encore sous hormonothérapie, dans la majorité des cas, entre la première et la 5e année. Et à la question, vous pouvez voir si c'était possible de choisir les types de prises. J'aurais préféré, vous pouvez voir qu'il n'y a pas vraiment de préférences particulières en termes de formulation du type de comprimé d'hormonothérapie. Donc, la plupart des femmes étaient complètement à l'aise, on peut dire, avec un comprimé avalé comme celle-là qu'ils ont déjà à leur disposition. Par contre, la réponse que je trouve et que nous trouvons assez intéressante, c'est celle-là. Quand nous avons demandé si vous avez des effets secondaires, aimeriez-vous prendre un comprimé d'hormonothérapie qui contient dans les mêmes comprimés un médicament pour traiter les effets secondaires? Eh bien, plus de 70% des femmes ont répondu qu'elles voudraient bien ce type de stratégie, ce type de combinaison. Nous avons aussi demandé quelques avis sur l'utilisation des apps mobiles. Donc, si ça pourrait apporter quelque chose en plus, si ça pourrait être un support dans la prise de l'hormonothérapie. Et en fait, vous pouvez voir que la plupart des femmes interpellées ont dit oui, ça serait intéressant, surtout pour mieux connaître les bénéfices de l'hormonothérapie, pour mieux connaître surtout les effets secondaires et même comment gérer mieux les effets secondaires de l'hormonothérapie. Et finalement, toutes les dernières questions, même s'il y avait des autres, mais c'est là que je trouve intéressant pour cette présentation, nous avons demandé si elle était d'accord pour participer à une étude où on proposait une hormonothérapie personnalisée. Bien, la majorité avait répondu oui, surtout s'il n'y a pas d'impact négatif sur l'efficacité de l'hormonothérapie. Cette réponse, je la trouve tout à fait positive parce que quand même, la plupart des femmes étaient complètement convaincues des bénéfices de l'hormonothérapie. Donc, dernier point, nous avons tous ces données mises ensemble, comment on peut intervenir sur l'amélioration des effets secondaires de l'hormonothérapie et donc au final sur l'observance de l'hormonothérapie et finalement sur les bénéfices de l'hormonothérapie, comment on peut réduire les risques associés à une rechute du cancer lié à une non-observance. Et mettant ensemble cette stratégie globale qui est composée par les données quantitatives des Canto Complete, les focus group que nous avons fait et les questionnaires auxquels vous avez répondu, nous sommes arrivés à formuler un programme d'intervention qui s'appelle Opera, où l'objectif est celui-là d'utiliser un comprimé d'étamoxyphène personnalisé. Pourquoi personnalisé? Parce que dans les mêmes comprimés, donc dans les mêmes comprimés, nous allons mettre tamoxifène, mais aussi un principe actif qui vise à gérer certains effets secondaires, qui pourrait être pour les femmes qui sont les plus gênées par les bouffées de chaleur, un principe actif pour les bouffées de chaleur, pour les femmes qui ont des douleurs musculosquelettiques, un médicament pour gérer la douleur. Et avec ça aussi, l'utilisation d'une application mobile qui a comme objectif, c'est là de
permettre de connaître mieux les bénéfices de l'hormonothérapie, connaître mieux les effets secondaires, avoir des informations ciblées, personnalisées et adaptées pour gérer les effets secondaires, éventuellement aussi avoir l'accès à un troisième niveau, on peut dire, pour les patients qui ont vraiment des problématiques majeures en termes d'effets secondaires de l'hormonothérapie, l'accès à des consultations ciblées et personnalisées. Ce projet a obtenu un financement de l'ANCA, qui est un financement national. Nous avons eu la réponse en décembre de l'année dernière, donc c'est tout récent. Et donc, nous avons une année de travail pour développer ce programme et pour démarrer l'étude l'année prochaine. Comme je disais tout à l'heure, la stratégie est basée sur l'utilisation des comprimés personnalisés qui combinera les tamoxifènes et les principes actifs pour les effets secondaires dans les mêmes comprimés, et aussi l'utilisation d'une application mobile qui soit éducative, mais aussi qui soit des supports pour la gestion des effets secondaires. Donc, en conclusion, nous savons bien que la plupart des femmes qui sont sous hormonothérapie sont gênées par des effets secondaires qui ont un impact majeur sur la qualité de vie, bien sûr aussi sur l'observance. Et finalement, la non-observance peut avoir un impact sur l'efficacité de l'hormonothérapie. Certains effets secondaires liés à l'hormonothérapie, nous l'avons vu, peuvent être la cause d'un arrêt précoce du traitement. Et donc, nous croyons vraiment que la proposition d'un programme d'intervention personnalisé pour améliorer la qualité de vie pendant l'hormonothérapie, pour améliorer l'observance au traitement et finalement l'efficacité de l'hormonothérapie. Et c'est ma dernière slide, donc je peux prendre toutes les questions. Merci. Alors, merci. Donc, on a pas mal de questions. Peut-être avant d'avoir des questions un peu plus spécifiques, refaire un petit point et répondre à quelques questions d'ordre général sur l'hormonothérapie. Donc, tu disais que la plupart des personnes qui ont participé à l'étude d'hormonoperso sont convaincues de l'efficacité de l'hormonothérapie. Certaines sentinelles qui s'interrogent, et la question était de savoir, par exemple, est-ce que le fait de prendre une hormonothérapie comme le létrozole évite totalement le fait d'avoir un nouveau cancer. Quels sont à peu près les chiffres qui montrent l'efficacité de l'hormonothérapie? Oui, donc il n'y a aucun traitement qui évite complètement les rechutes d'un cancer. Mais on peut dire que l'hormonothérapie, c'est d'abord les premiers traitements ciblés de l'histoire du cancer du sang. Parce que cible une protéine spécifique qui est le récepteur à l'estrogène et qui a démontré depuis environ 50 ans de réduire de façon importante les risques d'avoir une rechute du cancer local et à distance, donc même une rechute métastatique. Et quel est l'ordre de grandeur? L'ordre de grandeur est différent par rapport au risque personnel de chaque patiente, qui dépend bien sûr du stade du cancer et des autres caractéristiques immunohistochimiques et biologiques de son cancer. Mais en général, si on veut faire une sorte de résumé, on peut dire que l'hormonothérapie réduit les risques de rechute sur un intervalle de 10 ans d'environ les 50%. Donc, c'est un risque de rechute réduit de mesures importantes et qui réduit les risques d'avoir un décès lié au cancer du sang d'environ un tiers. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment chercher de trouver une solution pour la maintenir pour au moins les 5 ans qui ont démontré, qui est l'intervalle, la durée qui a démontré la majeure efficacité. D'accord. Alors, juste pour aussi bien expliciter, donc ça veut dire qu'on réduit le risque de 50% à 10 ans. Donc, si on prend 100 personnes qui prennent le tamoxifène, combien vont peut-être avoir des récidives à 10 ans et 100 femmes qui ne prennent pas le tamoxifène, voilà, juste pour donner un peu... Oui. Voilà, Encore une fois, ça dépend vraiment. Ces 100 femmes, elles ne peuvent pas toutes avoir les mêmes risques. Parmi ces femmes, il y aura des femmes qui auront des cancers assez petits et pour lesquels le risque de rechute est assez limité. Et donc, cette réduction du risque est une réduction du risque relatif qu'il faut calculer sur les risques personnels de chaque patient. Donc, on ne peut pas faire une population de 100 femmes avec des cancers différents. Mais si on prend les risques de chaque patiente, son risque à elle d'avoir une rechute de son cancer est réduit d'environ la moitié. D'accord. Donc, pour répondre
toujours difficile de donner des réponses très Oui. définitives. Là, une certaine qui nous dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre le traitement pour pouvoir arriver à vivre normalement? Votre réponse? Moi, je crois qu'il faut toujours balancer quels sont les risques et les bénéfices. Donc, je pense que cette balance et cette évaluation, il faut la faire d'abord avec l'oncologue référent et les autres professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge. Encore une fois, si le risque de rechute est important parce qu'il y avait un atteinte ganglionnaire et parce qu'il y avait une tumeur qui était étendue ou parce qu'il y avait des autres facteurs de risque spécifiques, c'est assez important de maintenir l'hormonothérapie pour au moins 5 ans. On a aussi des données plutôt récentes qui démontrent que prolonger l'hormonothérapie au-delà de 5 ans pour certains patients plus à risque de rechute apporterait un bénéfice ultérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre quel est le bénéfice pour chaque patient de continuer l'hormonothérapie et chercher si le bénéfice est un bénéfice réel et concret, comme dans la majorité des cas, chercher de bien cibler les effets secondaires et donc les risques. D'accord. Alors, on a aussi une question un peu plus générale sur l'hormonothérapie. Vous l'avez évoqué dans la présentation, donc il y a plusieurs types d'hormonothérapie. Est-ce que vous pouvez redire un peu quelles sont les différences? Et est-ce que, par exemple, si le tamoxifène n'est pas toléré par la patiente, on peut basculer sur un autre type d'hormonothérapie voilà. Oui, bien sûr. Donc, il faut d'abord considérer qu'on a, dans les cancers du sang précoce, c'est de ça qu'on parle ce soir, 2 classes de médicaments d'hormonothérapie. L'étamoxifène, qui est un antiestrogène, donc qui bloque directement les récepteurs à l'estrogène, et les antiromatases, qui au contraire sont des médicaments qui vont agir sur la production des estrogènes. Donc, c'est une action un petit peu plus sur la production de la molécule qui va se lier au récepteur. Donc, ce sont 2 mécanismes d'action complètement différents. Les antiromatases, la classe des antiromatases comprend l'életrozole, l'anastrazole et l'examistan. En général, dans les patients post-ménopausés, donc qui sont déjà ménopausés, la stratégie, c'est là d'utiliser les antiromatases. Pourquoi? Parce qu'en fait, au cours des derniers 20 ans, pas mal d'études ont démontré que les antiromatases, dans ces contextes, sont supérieures au tamoxifène en termes de réduction du risque de rechute. Pour ce qui concerne les femmes préménopausées, le tamoxifène reste toujours un choix possible et valable, malgré des essais cliniques récents ont démontré que quand le risque est un risque plus élevé, parce qu'il y avait, par exemple, un atteinte ganglionnaire au moment de la chirurgie, faire un traitement par antiaromatase en combinaison avec un médicament qui bloque l'activité des ovaires pourrait être encore plus efficace. Ça ne va pas dire qu'on n'utilise plus de tamoxifène si la femme préménopausée est au risque, et ça ne va pas dire qu'on n'utilise plus les tamoxifènes pour les femmes post-ménopausées. Les tamoxifènes, ça reste une option tout à fait valable et efficace, surtout quand les antiromatases ne sont pas bien tolérées, et ça reste toujours une option efficace et valable pour les femmes préménopausées à bas risque de rechute. Alors, je pense que votre micro doit frotter avec votre blouse. Oh, pardon. des petites interférences. Et alors, juste aussi une dernière question donc, de manière large sur l'hormonothérapie. Aujourd'hui, il y a des médicaments génériques et certaines sentinelles s'interrogent sur les différences d'efficacité entre les médicaments qu'on appelle Princeps, donc fabriqués par le premier laboratoire, et les médicaments génériques. Donc, est-ce qu'il y a plus ou moins d'effets secondaires lorsqu'on prend le générique? Est-ce qu'il y a une différence de traitement en fonction du fabricant? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a deux niveaux de réponse pour cette question. Le premier est que les études qui ont été conduites ont démontré que les génériques ont la même efficacité et les mêmes profils de tolérance par rapport à les médicaments non génériques, au brand, on peut dire. De l'autre côté, c'est vrai que dans l'expérience clinique, la pratique clinique quotidienne, qui me concerne et qui concerne un petit peu tous mes collègues, ça nous arrive qu'il y a des patients qui nous reportent d'avoir un petit peu plus d'effets secondaires
ou d'avoir au contraire un petit peu moins d'effets secondaires, peut-être avec un générique par rapport aux médicaments brand. Ça, c'est très, très individuel et c'est très difficile d'établir pourquoi. Peut-être il y a même un aspect, je peux dire un lien entre les effets secondaires et les excipients, mais c'est difficile de les déterminer et on n'a pas d'études spécifiques dans ce sens-là. Donc, en général, je dirais, les génériques ont démontré dans des études validées et solides d'avoir les mêmes profils d'efficacité et de toxicité des non-génériques. Mais bien sûr, la meilleure thérapie pour chaque patient, c'est la thérapie qui donne les moins d'effets secondaires et qui contrôle bien la maladie. Excusez-moi, mais il y a vraiment ça fait pas mal de bruit, donc je sais pas. Voilà. Et alors, une petite question. Une sentinelle nous parle d'un traitement qui serait en test en Allemagne et qui ne ferait pas d'effets secondaires. Donc, peut-être de manière plus large, est-ce qu'il y a aujourd'hui des études pour le développement de nouvelles hormonothérapies qui auraient des mécanismes de fonctionnement différents et peut-être moins d'effets secondaires que les médicaments qui sont aujourd'hui disponibles? Oui, en effet, il y a toute une nouvelle classe d'hormonothérapie qui est en train de se développer, qui s'appelle les dégradateurs sélectifs des récepteurs à l'estrogène, ou CERD, qui est l'acronyme, et qui est encore une fois une classe de médicaments dans laquelle il y a plusieurs molécules et qui est en train de se développer en première dans les cancers du sang RH positif, donc qui expriment les récepteurs à l'estrogène, mais métastatiques. Et les études sont plutôt prometteuses. Donc, nous avons des résultats qui sont plutôt dans les bons sens en termes d'efficacité, avec des profils de toxicité d'effets secondaires qui, on peut dire, sont un petit peu différents par rapport à ceux-là que nous connaissons déjà avec les tamoxifènes et les antiromatases. C'est-à-dire que ces médicaments donnent surtout des problèmes gastro-intestinaux, quelquefois des nausées, quelquefois des épisodes de diarrhée, mais grosso modo plutôt gérables. C'est pour ça qu'actuellement, il y a pas mal d'essais cliniques déjà en phase 3, donc déjà en une phase plutôt avancée, dans les cancers du sang métastatique, mais il y a aussi une tendance assez importante, une pression assez importante à les amener à la phase adjuvante, donc à les mettre à disposition dans le cadre, encore une fois, des essais cliniques, aux patients qui ont déjà fait leur chirurgie et qui sont donc dans un contexte de prévention. Donc, on s'attend d'avoir déjà ces études à partir de l'année prochaine, en adjuvante. Et donc, je pense que d'ici aux prochaines 8 ans, on pourra avoir les premiers résultats. Alors, pour aborder donc, le sujet des effets secondaires, donc vous l'avez montré dans votre présentation, il y a toute une variété d'effets secondaires qui peuvent être subis par un certain nombre de femmes. Il y a pas mal de sentinelles qui nous apportent des témoignages sur la difficulté à exprimer ces effets secondaires et une difficulté avec le dialogue des médecins. Il y a certaines sentinelles qui nous décrivent vraiment des effets secondaires, des douleurs, de la fatigue, de la dépression dont on a parlé et qui donnent le sentiment que leurs médecins traitants ou leurs oncologues aussi ne sont pas à l'écoute. Certaines se disent un peu infantilisées par le corps médical. Quelle est votre réaction et quels conseils vous pourriez donner à ces sentinelles qui éprouvent une difficulté à faire part de ces effets secondaires? Oui, c'est très difficile de donner des conseils dans ces cas-là. Comme je l'ai montré dans la slide, l'observance à l'hormonothérapie dépend aussi de la relation entre les médecins et la patiente, qui a un rôle fondamental. Nous l'avons vu aussi dans les focus group, dans l'analyse qualitative que nous avons fait. Ça sort des faisons importantes, l'importance, l'impact de la relation avec l'oncologue référent ou avec les autres professionnels. Moi, je pense que c'est assez important d'arriver à la consultation avec une synthèse qui soit la plus complète possible des effets secondaires expérimentés pendant l'hormonothérapie, de dire vraiment quel est leur impact sur la qualité de vie, de chercher d'avoir l'attention de l'oncologue, même si c'est quelquefois assez difficile, surtout parce qu'on a nous avons des consultations plutôt rapides, et de demander, dans certains cas, si c'est vraiment nécessaire aussi, des consultations spécifiques.
je vous donne quelques exemples. Les oncologues, et moi je suis oncologue, ne sont pas du tout assez peu capables de répondre à des questions qui concernent, par exemple, la sphère sexuelle. Des problèmes gynécologiques aussi liés à l'hormonothérapie. Je pense que dans ces cas-là, si ce n'est pas l'oncologue qui fait la démarche, c'est bien qu'il soit aussi la patiente à demander d'avoir une consultation avec un gynécologue, un sexologue, parce que ça peut apporter vraiment des informations, ça peut apporter des solutions. Par exemple, ici à Gustave Roussy, nous avons mis en place une consultation de sexualité, de santé sexuelle, qui a donné des informations que moi, comme oncologue, je ne suis pas du tout capable de donner à mes patientes. C'est la même chose pour les douleurs musculo-squelettiques. Demander d'avoir l'accès, par exemple, à l'acupuncture, à une consultation avec un rhumatologue, et aussi chercher d'avoir accès à tout ce qui sont les activités physiques qui pourraient permettre d'améliorer les douleurs musculo-squelettiques, la rigidité musculaire, les verrouillements qu'on peut expérimenter pendant l'hormonothérapie, surtout les matins, quand on se réveille et on est sous anti-aromatase. Donc, je pense que c'est vraiment important d'arriver à la consultation avec une synthèse claire de ce qui se passe au quotidien et de demander des solutions. D'accord. Très bien. Donc, un dialogue bien structuré. Oui. Vous avez fait une bonne transition parce qu'il y a une sentinelle qui nous parle d'un témoignage. Donc, elle nous dit que c'est une ancienne patiente, une grande sportive, qui aujourd'hui a pas mal de problèmes au talon, au genou, elle a une hernie discale, elle a des problèmes au ménisque. Elle dit très probablement en lien avec l'hormonothérapie, en tout cas, c'est l'avis de son oncologue. Et elle se demande si, en fait, on parlait de questions de balance bénéfice-risque. Est-ce que si le choix est entre le sport et l'hormonothérapie, elle se demande si finalement elle ne ferait pas mieux d'arrêter l'hormonothérapie et de faire du sport. Donc vous avez dit en effet que parfois pratiquer une activité physique, ça pouvait permettre de limiter certains effets secondaires. Qu'est-ce que vous pourriez... Alors c'est un peu difficile, on ne peut pas faire des réponses c'est un petit peu difficile parce que nous ne connaissons pas l'histoire clinique de cette femme, bien sûr. Voilà, ça m'interroge, on l'a vu, il y a certaines personnes qui s'arrêtent et qui se posent ce genre de questions. Donc, Mais c'est tout à fait une question pertinente parce que de l'autre côté, nous conseillons à nos patients de faire du sport parce que pas seulement parce que ça réduit les effets secondaires de l'hormonothérapie, mais aussi parce que ça réduit aussi les risques de rechute. Ça, c'est un concept, une donnée qui était bien démontrée par pas mal des essais cliniques. Donc, si l'hormonothérapie, c'est la raison pour arrêter complètement les sports et changer des styles de vie, des hygiènes de vie dans un sens négatif, je dirais oui, bien réfléchir avec son oncologue sur les bénéfices réels de l'hormonothérapie par rapport à son risque personnel de rechute de son cancer et évaluer pour chaque choix quels sont les risques et les bénéfices. Donc, je ne dirais pas de ne pas arrêter en absolu l'hormonothérapie, mais je dirais de bien la réfléchir. D'accord. Alors, on peut peut-être parler un peu des effets secondaires. Donc, alors, il y a pas mal de témoignages. Donc, par exemple, voilà, sur le traitement, il y a pas mal de sentinelles qui expérimentent des nausées. Donc, une sentinelle, elle nous dit que son hormonothérapie lui provoque des nausées. Elle prend du Vogalib qui lui a été prescrit mais qui n'est pas efficace. Voilà, quels sont les traitements, par exemple, qu'on peut proposer pour des femmes qui ont des nausées? Alors, les nausées ne sont pas les effets secondaires les plus fréquents sous hormonothérapie. Sont signalés, sont reportés. Ça m'arrive d'avoir ce type de retour avec mes patientes. Donc, je dirais d'abord de chercher de comprendre si c'est vraiment un effet secondaire de l'hormonothérapie ou s'il y a des autres causes derrière. Quelquefois, simplement une gastrite, ça pourrait être la cause des nausées. Ça, c'est la première réflexion. Après, il y a pas mal de médicaments qui ciblent les nausées et qui pourraient être utilisés. Mais ça dépend vraiment si c'est une nausée tout court ou si c'est une nausée qui pourrait être liée à des autres pathologies de l'appareil gastro-intestinal. Alors après, en effet, donc, parmi les effets secondaires dont vous avez parlé qui sont un peu plus fréquents, il y a donc les douleurs articulaires. Donc il y a une sentinelle qui indique qu'il y a de plus en plus de problèmes de tendons, de muscles enflammés, des articulations douloureuses, des nerfs coincés dans les membres supérieurs. Voilà. Est-ce que c'est donc un effet secondaire du traitement? Elle est sous aromazine. Et qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour réduire ces effets secondaires?
Et il y a différents niveaux d'intervention. En fait, ça existe des algorithmes validés qui sont des algorithmes partagés au niveau international, on peut dire. La première chose est l'hygiène de vie, donc faire du sport, faire de l'activité physique régulière. Ça vient démontrer de réduire ce type d'effets secondaires de l'hormonothérapie, donc les douleurs musculo-squelettiques, mais aussi les bouffées de chaleur, par exemple. Deuxième niveau d'intervention, il y a pas mal d'études qui ont démontré aussi les bénéfices de l'acupuncture, par exemple, pour réduire les douleurs musculo-squelettiques de l'hormonothérapie. Ça pourrait être considéré comme un deuxième niveau d'intervention. Et troisième niveau d'intervention, bien sûr, pas mal de médicaments qui existent. Par exemple, la duloxétine, c'est un traitement antidépressif, mais dans ce contexte, n'est pas utilisé pour la dépression, mais parce qu'il a vraiment démontré de réduire les douleurs musculo-articulières de l'hormonothérapie par antiaromatase dans le cadre d'un gros essai clinique qui était fait sur une grosse population de patients qui étaient sous hormonothérapie. Donc, vraiment chercher de comprendre et de faire étape après étape. Et si ce ne sont pas gérables avec des simples modifications de l'hygiène de vie, même introduire un médicament pour un certain temps, ça pourrait apporter vraiment des bénéfices concrets. D'accord. Vous avez parlé de l'acupuncture qui a démontré ses effets. Il y a eu des essais cliniques qui ont évalué son intérêt. Il y a certains scientifiques aussi qui s'intéressent sur d'autres, on peut appeler des médecines parallèles, médecines alternatives, complémentaires. Est-ce que la phytothérapie, est-ce qu'il y a des approches un peu différentes qui ont montré leur efficacité pour la prise en charge de ces effets secondaires? En effet, nous n'avons pas des essais randomisés avec des principes de phytothérapie qui étaient conduits jusqu'à ce moment sous l'hormonothérapie. Donc, je ne suis pas du tout dans la mesure de donner une réponse précise. Peut-être qu'il y a quelques expériences individuelles, ça m'arrive souvent même avec mes patientes, d'avoir des retours positifs avec la phytothérapie ou des autres traitements de la médecine alternative, on peut dire. Mais il n'y a pas vraiment d'études randomisées, c'est-à-dire où il y avait un groupe de femmes qui ont reçu ces principes actifs et un groupe de femmes qui ne l'ont pas reçu et qui a permis de faire une comparaison. Je dirais juste une chose, je voudrais ajouter juste un commentaire. Faire un petit peu d'attention à la phytothérapie parce qu'il existe aussi des interactions médicamenteuses entre la phytothérapie et l'hormonothérapie. Il y a des produits de la phytothérapie qui pourraient interférer aussi avec le métabolisme de l'hormonothérapie et réduisant l'efficacité, par exemple, de l'hormonothérapie. Donc, j'invite tout le monde à en parler avec son oncologue. Généralement, les oncologues sont ouverts à ce type de discussion. Et moi, je demande toujours à mes patients de parler librement de tous les traitements qu'ils sont en train de faire et éventuellement pour éviter les traitements qui sont vraiment contre-indiqués. D'accord. Et peut-être dernière question sur les effets secondaires qui est un peu liée. Il y a un sentinelle aussi qui nous parle de l'ostéoporose qui l'inquiète. Donc, elle a 54 ans, elle est sous hormonothérapie. Est-ce qu'il y a des traitements préventifs de cette ostéoporose? Voilà, bien sûr, encore une fois, il existe un algorithme vraiment décisionnel pour les patients qui ont l'ostéoporose sous hormonothérapie. Il s'agit surtout des patients qui sont sous antiaromatase, donc sous letrozole, anastrozole ou hexamistane. Pour ces patients, il faut toujours faire une ostéodensitométrie déjà au début de l'hormonothérapie et la refaire tous les 2 ans s'il n'y a pas de risque particulier et il n'y a pas d'histoire familière d'ostéoporose, mais même tous les 18 mois s'il y a des facteurs de risque personnel ou familial. Et si l'ostéodensitométrie démontre une ostéopénie, il faut déjà intervenir avec une supplémentation en vitamine D. Et s'il y a une franche ostéoporose, bien sûr, il faut utiliser la vitamine D, mais aussi les diphosphonates. Donc, l'ostéoporose ne doit jamais être une contre-indication à l'hormonothérapie. Pourquoi? Parce que ça existe vraiment énormément de médicaments qui pourraient l'améliorer. Et c'est bien démontré qu'une fois que l'hormonothérapie par antiaromatase est terminée, même les valeurs de l'ostéoporose et de l'ostéopénie améliorent déjà après la première année, après la fin du traitement. D'accord. Donc là, on parlait de personnalisation, donc vraiment adapter les traitements aussi pour répondre aux effets secondaires. Il y a certains de sentinelles aussi qui nous parlent
autre forme de personnalisation, c'est-à-dire comment on adapte un peu la posologie de l'hormonothérapie. Et certaines sentinelles se posent la question, on dit une personne de 50 kg prend la même dose d'hormonothérapie qu'une personne de 80 kg. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par revoir le dosage des médicaments? Parce que c'est le cas pour certains traitements anticancéreux. Est-ce que là, c'est une voie qui est étudiée, la personnalisation ou pas? Oui, ça c'est une chose qu'on est en train d'étudier. J'espère que l'année prochaine, on pourra éventuellement refaire un webinaire sur ces sujets, sur cette thématique. En fait, c'est les premiers niveaux d'intervention que nous avons programmés, c'est là que je viens de montrer. Et peut-être qu'en futur, une prochaine intervention, ça pourrait être celle-là d'adapter aussi les dosages de l'hormonothérapie en fonction du poids de la patiente et de sa surface corporelle. Ça, c'est l'autre grande question de notre programme. On est encore un petit peu plus loin par rapport à cet objectif et cette étape. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut considérer plusieurs facteurs qui ne sont pas seulement les poids de la patiente, mais aussi son métabolisme à elle de l'hormonothérapie. Juste pour l'expliquer, il y a une extrême variabilité, une extrême hétérogénéité dans la modalité de métaboliser l'hormonothérapie entre femmes différentes, même si elles ont les mêmes poids et la même taille. Et donc ça, c'est un autre facteur qu'il faut considérer quand on propose une hormonothérapie à dosage adapté. Et donc c'est pour ça que ça pourrait être une intervention assez plus complexe. On a besoin de collecter plus de données, qui est une chose qu'on est en train de faire, même en collaboration avec des groupes internationaux qui travaillent sur cette thématique spécifique, de mieux comprendre le métabolisme de l'hormonothérapie sur une base, on peut dire, personnalisée. Une fois qu'on aura ces données, on pourra même envisager une intervention dans ce sens. L'intervention personnalisée que nous proposons, c'est plutôt des données avec l'étamoxifène dans les mêmes comprimés, les principes actifs qui pourraient être pour les bouffées de chaleur, pour la femme qui a surtout les bouffées, qui a surtout une expérience des bouffées de chaleur sous hormonothérapie, pour les femmes qui ont surtout des douleurs musculosquelettiques, et ça pourrait être aussi un traitement pour les douleurs musculosquelettiques. Et voir, et l'objectif c'est celui-là de voir si, en agissant de cette façon-là sur les effets secondaires, et même en donnant à la patiente une sorte d'outil comme l'application mobile pour améliorer sa capacité d'autogérer les effets secondaires, de trouver des solutions, d'avoir des solutions concrètes, ça pourrait vraiment apporter un bénéfice sur la qualité de vie. D'accord. Et une autre sentinelle nous pose une question, donc aussi, est-ce qu'il y a des études pour un peu modifier la prise des traitements? Par exemple, avec, au lieu de prendre 2 cachets, un le matin, le soir, plutôt qu'un seul comprimé, est-ce que ça aussi, c'est peut-être une approche qui est peut-être en lien avec ce que vous disiez sur la différence de métabolisme de certaines personnes? Est-ce que c'est une voie? Oui, ça pourrait être aussi une autre solution. Nous n'avons pas énormément de données. Il y a une ancienne étude vraiment très ancienne qui, par exemple, avait comparé l'étamoxifène 20 mg dans une seule prise avec l'étamoxifène 10 mg 2 fois par jour, qui avait démontré la même efficacité. De l'autre côté, un taux quelquefois plus acceptable d'effets secondaires. Donc ça pourrait être tout à fait une autre stratégie. C'est là de couper la dose en 2 ou 3 doses pendant la journée. De l'autre côté, il y a même des aspects négatifs qu'il faut toujours considérer, que c'est plus facile de prendre seule dose par jour parce qu'on a moins de risques de l'oublier plutôt que de prendre 2 ou même 3. Ça demande un engagement assez plus important et surtout si on considère que ce sont des thérapies de longue durée. D'accord. Une autre question, alors, il y a une question un peu d'actualité sur le Covid. Il y a une personne qui nous demande, voilà, elle est sous ce traitement anti-hormonal. Est-ce qu'il y a un risque plus important, le Covid, et est-ce qu'il peut y avoir des interactions avec en cas de vaccination? Alors, par rapport à toutes les études qui étaient conduites depuis l'année dernière, depuis que l'épidémie a commencé, nous savons que surtout sont les patientes qui sont sous un traitement de chimiothérapie pour un cancer, pour tous les types de cancers, qui sont plus à risque de développer des formes sévères de Covid.
Et nous savons aussi que ces risques restent quand même plus élevés aussi chez les patients qui ont terminé la chimiothérapie depuis moins de 6 mois. Donc, si cette femme est seulement sous hormonothérapie, n'a pas reçu de chimiothérapie, et surtout n'a pas reçu de chimiothérapie dans les derniers 6 mois, son risque à elle d'avoir une forme sévère de COVID n'est pas un risque plus élevé. Dans tous les cas, moi je suis de l'avis que les vaccins, c'est une protection pour tout le monde, et donc c'est bien de les faire. Et surtout parce qu'en France, il y a cette prioritisation des patients qui ont eu un cancer. Et nous savons qu'il n'y a pas d'interaction entre les vaccins et l'hormonothérapie. Ça, c'est quelque chose qui est bien établi et qui est bien clair. D'accord. Alors, il y a une question là qui vient d'être posée, qui est un peu liée. Donc, on a parlé des effets secondaires et certaines nous demandent s'il y a des éléments sur l'éventuelle toxicité de l'hormonothérapie. Pardon, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a des éléments sur la toxicité de l'hormonothérapie? Est-ce qu'aussi ça peut interagir peut-être avec d'autres traitements? Au-delà de la question des effets secondaires, est-ce que... Et donc, la question est, est-ce qu'il y a des traitements qui pourraient augmenter la toxicité de l'hormonothérapie? Oui. Est-ce que l'hormonothérapie a une toxicité? Voilà. Il y a des traitements qui pourraient interférer avec le métabolisme de l'hormonothérapie, comme je disais tout à l'heure, surtout pour l'étamoxifène. L'étamoxifène est métabolisé par un enzyme particulier, qui est un enzyme qui travaille beaucoup dans notre organisme parce qu'il doit métaboliser pas mal de médicaments. Et donc, il y a des substances qui sont contre-indiquées quand les patients prennent des tamoxifènes. Par exemple, certains antidépressifs qui pourraient engager cette enzyme et donc lui empêcher de métaboliser les tamoxifènes. Et ça pourrait ajouter certains effets secondaires. Ça pourrait ajouter une persistance du médicament dans la circulation. Pour revenir, désolé, pour revenir sur les effets secondaires, on avait parlé des bouffées de chaleur, donc on a parlé du traitement d'un certain nombre d'effets secondaires, on n'est pas revenu sur celui-là. Je me demandais, quels sont les traitements qui peuvent être proposés? Oui, alors les bouffées de chaleur sont encore une fois un effet secondaire assez important pour, comme je l'ai montré, pour moi, la moitié des patients qui sont sous hormonothérapie ou même plus. Et ce sont des effets secondaires qu'il ne faut pas négliger parce que ça peut avoir un impact sur la qualité de vie, sur le travail, sur le retour au travail et même sur la qualité du sommeil. Encore une fois, il y a différents niveaux d'action, on peut dire. Les premières, c'est toujours les mêmes, l'hygiène de vie. Donc, faire du sport réduit les bouffées de chaleur. Faire attention à l'alimentation, réduire la caféine, ça pourrait réduire les bouffées de chaleur. Deuxième niveau d'intervention, même pour les bouffées de chaleur, il y a des études plutôt positives avec l'acupuncture. Donc, l'acupuncture, ça pourrait réduire l'intensité et la fréquence des bouffées de chaleur sur un intervalle plutôt prolongé. Et après, troisième niveau d'intervention, encore une fois, il y a des médicaments qui sont utiles et qui ont démontré leur efficacité en réduisant les bouffées de chaleur chez les patients qui sont sous hormonothérapie, sous antiaromatase ou sous tamoxifène. D'accord. Alors, une question, parfois on l'a vu, les effets secondaires peuvent provoquer des arrêts ou on peut aussi parfois changer de traitement. Donc là, il y a une personne qui nous dit que le tamoxifène, ça provoque pas mal d'effets secondaires, notamment liés à des saignements vaginaux. Et elle se demande si elle peut remplacer le tamoxifène par une autre hormonothérapie. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est primordial, on peut dire, de bien expliquer les effets secondaires à l'oncologue référent. Donc, s'il y a des effets secondaires qui sont difficiles à gérer, qui sont persistants, cherchez d'avoir même une visite un petit peu plus rapidement. Et s'il y a des effets secondaires qui ne sont pas gérables par les différentes stratégies qu'on vient de discuter, comme dans ces cas-là, les saignements liés au tamoxifène, il y a toujours la possibilité de changer la thérapie. Donc ça, c'est une stratégie que nous utilisons souvent
avec les patientes qui ont des effets secondaires majeurs difficiles à gérer avec l'hormonothérapie. On peut passer du tamoxifène aux anti-aromatases. Si la femme est une femme préménopausée, on ne peut pas donner les anti-aromatases tout seul. Il faudra les combiner avec un médicament, une injection qui bloque la fonction ovarienne. Et c'est vrai aussi l'inverse. S'il n'y a pas de contre-indication au tamoxifène et il y a une femme qui a des effets secondaires majeurs avec les anti-aromatases, douleurs musculo-squelettiques, on peut bien sûr lui proposer les passages à une hormonothérapie par tamoxifène. D'accord. Donc on en a un peu parlé. Il y a aussi un certain nombre de problématiques liées aux questions de fertilité. Alors, je vous renvoie aussi au précédent Facebook Live qu'on avait fait il y a 15 jours sur ce sujet, parce qu'on a Sentinelle ont mené une étude. Peut-être juste pour poser quand même, aborder ce sujet, est-ce que l'hormonothérapie est compatible avec le fait de prendre la pilule? Est-ce qu'on peut, voilà, quelle contraception peut prendre une hormonothérapie? On ne peut pas prendre la pilule et l'hormonothérapie. Donc, en général, les femmes qui ont eu un cancer du sein devraient éviter de prendre la pilule. Donc, la contraception idéale, c'est une contraception barrière, donc stérilée ou les autres modalités de barrière. Et surtout, il faut, c'est important, il faut se rappeler de ça, il faut toujours utiliser une contraception pendant l'hormonothérapie, parce que l'hormonothérapie est tératogène et donc ça peut induire des conséquences assez graves sur l'embryon. Et donc, il faut éviter une grossesse pendant l'hormonothérapie. Et même pour les femmes qui sont sous tamoxifène et qui souhaitent avoir une grossesse, il faut toujours considérer un intervalle, je peux dire, de la fin du tamoxifène avant de chercher une grossesse d'environ 4 mois. Parce que le tamoxifène, c'est un médicament qui a un métabolisme plutôt lent. Et donc, il faut avoir le temps de l'éliminer complètement avant de chercher une grossesse. D'accord. Alors, on a en effet pas mal discuté de cette question de la fenêtre la dernière fois. Et juste une question, est-ce que l'hormonothérapie a un impact sur la fertilité future? Est-ce que voilà, le fait de prendre de l'hormonothérapie, ça va réduire Les données sont plutôt contradictoires. On n'a pas de données certaines pour une raison bien précise. Que la plupart des essais cliniques, en fait, ils ont évalué les taux de fertilité chez des femmes qui étaient sous hormonothérapie, mais bien sûr qu'avant, elles avaient reçu la chimiothérapie. Que nous savons bien que la chimiothérapie peut avoir un impact sur la fonctionnalité ovarienne. C'est assez plus difficile de définir quel est l'impact de l'hormonothérapie tout seul. Mais il y a un impact que je définirais un impact d'âge, dans le sens que 5 ans d'hormonothérapie, ça pourrait amener une femme qui a, je ne sais pas, 35 ans, lors du début de l'hormonothérapie, à arriver à 40 ans à la fin de l'hormonothérapie, et donc arriver à un moment où la réserve ovarienne est assez plus limitée. Donc, si il y a un désir de grossesse, même s'il y a une indication seulement d'hormonothérapie sans chimiothérapie, c'est toujours conseillé par rapport à l'âge de la femme d'évaluer une consultation d'oncofertilité avant la mise en place de l'hormonothérapie, éventuellement aussi avec une cryopréservation des ovocytes. D'accord. Alors, pour revenir un peu, on a parlé au début de la composition de l'hormonothérapie. Il y a certaines sentinelles qui nous parlent d'un adjuvant de l'hormonothérapie qui est le dioxyde de titane. Donc, elles disent que ce dioxyde de titane est cancérigène et qu'il est présent dans la composition du médicament. Et donc, elles se demandent voilà, si c'est bien logique, puisqu'elle explique que, voilà, pourquoi il est présent dans un traitement qui est administré aux personnes qui ont eu un cancer, alors que ce composé serait cancérigène. Oui, il y a pas mal de produits que si on regarde dans les essais, surtout précliniques, donc essais qui sont conduits sur les lignes cellulaires, qui démontrent qu'ils sont des cancérogènes et qui sont après utilisés dans la fabrication des aliments, dans la fabrication des médicaments. Et encore une fois, il faut toujours considérer les taux, donc la pourcentage de ces principes dans la composition du médicament. La composition des médicaments, c'est toujours une composition qui est bien contrôlée, qui est bien validée et qui est à l'issue d'années et années d'études qui ont démontré d'être d'abord sûrs et qui ne donnent pas donc des risques majorés d'avoir des autres cancers,
qui de l'autre côté doit démontrer bien sûr une efficacité par rapport au cancer spécifique qui est dans ces cas les cancers du sang. Donc, je ne serai pas inquiète par rapport à la présence de certains types d'excipients, même si on peut lire dans différentes ressources qui pourraient être dangereuses, parce qu'ils sont toujours des concentrations bien contrôlées. D'accord. Alors après, on a parlé d'effets secondaires plus fréquents. Il y a certaines sentinelles qui nous font part d'effets secondaires rares ou éventuellement du risque d'aggravation d'autres pathologies qui pouvaient précéder l'apparition du cancer. Donc voilà, par exemple, une sentinelle qui nous fait part de douleurs très importantes dans les jambes, osseuses, musculaires, avec les pieds gelés, avec des très grosses difficultés, beaucoup de traitements qui sont pris mais qui n'ont pas l'air de fonctionner, voilà, ou d'autres difficultés. Est-ce que voilà, il y a des connaissances un peu plus poussées sur des secondaires un peu plus rares mais très handicapants? Et aussi, est-ce que voilà, l'hormonothérapie peut être contre-indiquée dans certaines situations, notamment en cas d'autres pathologies déjà présentes? Bien sûr, s'il y a déjà un terrain, comme je peux dire, favorable par rapport à certains symptômes, pathologies rhumatiques avec des douleurs articulées déjà présentes, ajouter l'hormonothérapie, ajouter les antirhumatases, ça pourrait faire empirer certains symptômes. C'est fondamental, avant de commencer l'hormonothérapie, de faire un bilan qui soit le plus complet des antécédents de la patiente. Donc, bien les clarifier quels sont les traitements en cours. Et s'il y a des conditions de comorbidité qui ne sont pas bien contrôlées, il faut d'abord chercher de les contrôler. Ça, c'est la première considération. Deuxième considération, bien sûr, il y a des comorbidités qui pourraient être une contre-indication à prendre certaines hormonothérapies. Par exemple, si les femmes qui ont eu des antécédents des thromboembolies, des thromboses, ont une contre-indication à une hormonothérapie par tamoxifène parce que ça peut augmenter le risque d'avoir un deuxième épisode. Sauf si la femme est déjà sous un traitement anticoagulant ou antiagrégant. Dans ces cas-là, on peut même considérer une hormonothérapie par tamoxifène, mais ce n'est pas du tout la première choix. Donc, on revient à la considération qu'on a fait tout à l'heure. On a différentes classes, on peut les choisir par rapport aux caractéristiques du cancer, mais aussi, surtout, par rapport aux caractéristiques de la patiente, ses comorbidités et ses traitements en cours. D'accord. Alors, pour revenir à un effet secondaire peut-être plus fréquent, qui est abordé par pas mal de sentinelles là, dans le commentaire, c'est la question de la prise de poids, qui est vécue par pas mal de femmes sous hormonothérapie. Voilà, donc déjà, peut-être dire, est-ce que c'est un effet secondaire qui est fréquent et qu'est-ce qu'on peut faire pour le limiter? C'est un effet secondaire qui malheureusement est très fréquent et qui est très embêtant et c'est pas facile à les gérer. Le premier message que je voudrais donner est celui-là de ne pas se culpabiliser. Ça, c'est le premier message que je donne toujours à mes patientes. Donc, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas quelque chose qui est lié à votre comportement. C'est vraiment surtout un changement hormonal qui est provoqué par la thérapie et qui détermine une augmentation du poids. Bien sûr, il y a encore une fois des choses qu'on peut faire, donc qu'on demande de faire aux patientes pour chercher de perdre du poids, pour chercher d'avoir une qualité de vie qui est assez améliorée par la perte de poids. Pourquoi? Parce qu'il y a des autres effets secondaires qui sont amplifiés par la prise de poids. Les douleurs articulées, les bouffées de chaleur sont tout augmentées quand il y a une prise de poids. Donc, agir sur la prise de poids, ça pourrait réduire aussi les autres effets secondaires. Qu'est-ce que faire pour la prise de poids? En première, il faut faire du sport, encore une fois, faire une consultation avec un nutritionniste si ça peut vous aider, participer à des programmes collectifs qui sont des programmes dédiés et personnalisés pour les femmes qui sont sous hormonothérapie. Il y a plusieurs dans différentes applications qui fonctionnent plutôt bien. Par exemple, vous citiez au début de cette présentation l'étude MEDEA, qui est une étude que nous avons démarrée ici à Gustave Roussy, à promotion Gustave Roussy, et c'est une étude qui a cet objectif, celui-là de chercher de faire perdre du poids
à les femmes qui sont sous hormonothérapie ou même qui ne sont pas sous hormonothérapie mais qui ont reçu des traitements pour le cancer du sein. Et l'objectif est celui-là, de perdre du poids avec des interventions personnalisées, avec des coachs qui sont bien attentifs aux besoins spécifiques de chaque femme et qui a comme objectif aussi de celui-là de réduire les autres effets secondaires de la prise de poids, parmi ceux-là la fatigue. D'accord. Et donc, oui, alors une question un peu liée, la fatigue, est-ce que voilà, c'est la pratique de l'activité physique ou est-ce qu'il y a d'autres préconisations Il y a un gros programme encore pour ça qui est conduit ici à Gustave Roussy par le docteur Louise et qui est un programme qui vise à vraiment chercher de comprendre d'abord quels sont les mécanismes etiopatogénétiques, on peut dire, de la fatigue, pourquoi il y a des femmes qui ont plus de fatigue après les traitements pour les cancers, et pourquoi il y a des autres femmes qui vont absolument mieux, et pourquoi il y a des femmes qui ont une expérience de fatigue qui persiste pendant longtemps, avec une difficulté quelquefois même majeure à reprendre le travail. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument prioritaire parce que c'est un changement de qualité de vie énorme. Ce n'est pas qu'une fatigue physique, mais c'est même une fatigue cognitive, avec quelquefois des troubles de la mémoire, de la concentration. Donc, c'est assez important de la comprendre, de la bien décrire, de comprendre quels sont les facteurs associés et d'intervenir. Mais pour intervenir, il faut connaître quels sont les facteurs associés et quels sont les facteurs sur lesquels on peut agir. Oui, tout à fait, l'activité physique, c'est là qui a démontré jusqu'à ce moment d'être assez efficace sur la fatigue. C'est assez efficace aussi de maintenir une bonne qualité du sommeil. C'est quelque chose qu'il faut chercher d'obtenir, même si ça paraît quelquefois assez difficile, s'il y a les bouffées de chaleur et tout le reste. Donc, chercher d'avoir une bonne hygiène de vie en première, activité physique et bonne qualité du sommeil. Et après, il y a aussi des autres interventions, la méditation en pleine conscience, le yoga, qui pourraient apporter aussi un bénéfice. D'accord. Alors, il est déjà 19h35, donc on va essayer de pas trop déborder. On va juste poser une dernière question. Et puis, encore une fois, je m'excuse auprès de toutes les Saint-Tienne qui ont posé beaucoup de questions. On n'a pas eu le temps forcément de toutes les aborder. On a essayé de couvrir la majorité des sujets. C'est voilà, pour revenir sur le témoignage de certaines sentinelles, mais c'est un peu pour boucler, c'est-à-dire que certaines nous font part en effet d'effets secondaires qui sont très présents et qui du coup font le choix d'arrêter. Donc une sentinelle qui dit j'ai arrêté car il y a trop d'effets secondaires en plus des chimios qui vont déclencher une neuropathie. Peut-être que le risque de récidive est très important sans nos thérapies et que ce traitement est peut-être le plus efficace dans un cancer du sein. J'ai pris ce risque car j'ai opté pour une qualité de vie. Je préfère peut-être vivre moins et vivre à peu près normalement. Donc, j'imagine que ce témoignage, vous devez en entendre certains voilà, pendant les consultations. Peut-être certains éléments qu'on a partagés ont pu les éclairer, mais qu'est-ce que vous conclure peut-être, qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette sentinelle qui a fait ce choix face aux effets secondaires d'arrêter. Et une autre nous demande si, malgré tout, il n'y a pas des alternatives qu'on peut proposer. Voilà, est-ce que c'est pas tout ou rien, l'hormonothérapie et où on arrête? D'abord, pour la patiente qui a arrêté, je comprends que c'est toujours une décision difficile, même celle-là d'arrêter. Donc, ce n'est pas une décision facile, je le sais bien parce que c'est quelque chose que je discute souvent avec mes patientes. Prendre cette décision est souvent vraiment un parcours des difficultés et des effets secondaires assez importants qui ont eu un impact majeur sur la qualité de vie, quelquefois sur l'équilibre du couple, l'équilibre familial et qui amène à cette décision. De l'autre côté, moi, je ne peux pas dire que c'est un bon choix parce qu'en fait, on l'a bien vu, nous comme groupe, nous travaillons sur ça et nous l'avons démontré que l'effet de l'arrêter précocement, ça peut augmenter le risque d'avoir une rechute. Donc, je dirais, comme je dis toujours, de réfléchir même en arrière, c'est-à-dire de reconsidérer les raisons pour lesquelles elle a été arrêtée et de voir si, au moins pour une partie de cette raison, on peut trouver une solution. Si au moins pour la moitié de cette raison, on peut trouver une solution, moi, je reconsidérerais aussi de reprendre l'hormonothérapie. Ça m'arrive quelquefois avec quelques patientes de faire ce parcours et je peux dire que c'est une satisfaction de mon côté, mais surtout pour la patiente.
Et je vais ajouter aussi que si elle veut, l'année prochaine, on démarrera cette étude. Donc, éventuellement, elle pourra reconsidérer aussi cette option. Pour ce qui concerne l'autre question, existe des alternatives à l'hormonothérapie? Non. Donc, l'hormonothérapie, c'est la stratégie la plus efficace dans les cancers du sein qui a l'expression des récepteurs à l'estrogène. Nous n'avons pas d'alternative, mais nous aurons des traitements de plus en plus innovants, comme on a discuté pendant cette dernière demi-heure, qui peut-être pourraient mieux correspondre aux besoins des femmes qui ont plus d'effets secondaires, parce qu'ils donnent des effets secondaires aussi, mais assez peut-être assez moins importantes et assez différentes par rapport à celles-là qui nous avons discuté. Très bien. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Pour tout votre temps et votre présentation et vos réponses très claires. Je vous donne rendez-vous le 11 mars pour un prochain Facebook Live avec Marie Préau qui nous parlera des résultats de 2 études qui ont été lancées l'année dernière pour étudier l'impact du Covid sur notre santé et sur la santé aussi des femmes qui vivent avec un cancer. Et puis, on en a parlé, il y a plusieurs études lancées en ce moment sur les sentinelles. On a parlé de l'étude MEDEA sur la fatigue que peuvent subir certaines femmes en situation de surpoids pendant un cancer du sein et l'étude activité physique pour trouver les bons leviers à activer pour favoriser la pratique de l'activité physique chez les femmes qui ont aussi un cancer. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur les études et savoir qui peut y participer sur notre site. Et on vous donne rendez-vous donc le 11 mai pour un prochain live sur notre page Facebook et sur YouTube. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Ça y est, on n'est plus sur un... on a été coupé. Merci. C'était très sympa. Ouais, bon. On a essayé de résumer toutes les questions. Ouais, bravo, c'était super. J'ai des centaines de merci. Alors, je suis désolée, moi, j'ai pas mis beaucoup de questions en plus parce que ce que je disais à Guillaume, nous avons été attaqués par des trolls africains. Vous savez, des offres de marabout, j'en ai eu, mais peut-être, je sais pas, peut-être 100. Je pense que nous avons été victimes de notre succès parce qu'en moyenne, on avait à peu près 400 sentinelles qui vous écoutaient, Barbara. Cool. Ils ont dû repérer qu'il y avait ils ont dû repérer qu'il y avait un live qui marchait bien. Et du coup, on était attaqués par les trolls africains. Oh mon Dieu! On a anticipé plein de choses, Guillemette, mais on n'avait pas pensé à ça. On avait anticipé des choses, mais pas les trolls africains. Écoute, on apprend, on commence à être victime de notre succès. En tout cas, merci Barbara. J'ai énormément de merci qui arrivent. Énormément. Je suis contente. C'était vraiment sympa. Et c'est encore une fois l'épreuve que ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Et qu'il y a vraiment besoin d'être écouté en première. Moi, je pense que c'est ça la première question, d'être écouté. Ouais. D'avoir une prise en charge un petit peu plus spécifique et plus ciblée pour les effets secondaires. Et donc, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler aussi, de prévoir des consultations qui soient un petit peu plus ciblées, spécialisées, comme je disais, parce que pas forcément les problèmes sexuels sont bien gérés par les oncologues. Ouais. Bon. Ouais, bah écoutez, je reçois même des textos, des sentinelles qui ont mon téléphone et qui me disent que c'était top. Et qui me disent que c'était top. Donc voilà, vous pouvez top ce live. En plus, il y en a à qui je l'avais signalé. Merci de me l'avoir signalé et bravo pour l'audience. 300 personnes, c'est énorme. Bah oui, c'est énorme. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine fois. Non. Au courant pour la suite. Mais oui, on se tient au courant dans tous les cas pendant l'année parce que à la fin de l'année, nous allons démarrer l'étude. Donc, nous allons vous contacter pendant l'année pour avoir votre retour sur le design complet de l'étude et avoir vos remarques. C'est formidable. Et vous avez vu, les sentinelles, elles sont motivées sur le sujet. Très bien. Il y a eu un doute. Oui. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
Merci. Merci.